Bonjour à tous, il est tout juste midi. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 7 avril. Nous sommes à la veille de la célébration du triste événement des massacres du 8 mai 45. Nous verrons l'impact de cette période de notre histoire sur le mouvement national et notamment sur les régions du Sud. Au deuxième jour du mois de Ramadan, les marchés sont toujours pris d'assaut par les Algériens. Plusieurs mesures ont été introduites pour protéger le porte-monnaie des consommateurs. Nous irons prendre le pouls dans les marchés d'Oran. Et enfin, patrimoine, à la fin de ce journal, la Casbah de Délice tombe en ruine. Cette vieille cité, plusieurs fois séculaire, est à l'abandon. Depuis le séisme de 2003, de nombreuses habitations ont été partiellement endommagées. Bienvenue à tous. Une page commémorative dans ce journal. Nous sommes à la veille de la célébration du 74e anniversaire des massacres du 8 mai 45. Cette tragédie qui s'est déroulée à Guelma, Sétif et Kharata a impacté le mouvement de lutte au niveau national. Les moudjahidines établis au sud du pays étaient encore plus déterminés à prendre les armes pour la liberté et l'indépendance. Mohamed Fili témoigne pour nous dans ce journal. Karim Haïfa. 7 décennies après les événements du 8 mai 45, les crimes coloniaux ne sont toujours pas reconnus par la France officielle. Des événements où plus de 45 000 Algériens ont été massacrés dans une vague de répression sanglante perpétrée par les forces coloniales contre une population qui réclamait son droit légitime à la liberté et à l'indépendance. Mohamed Fili, un ancien moudjahid du Front du Sud, se rappelle aujourd'hui de ces événements qui ont changé définitivement son destin. Durant cette période, les militaires français sont venus jusqu'ici pour terroriser les habitants de Tamanrasset. Des habitants qui ne voulaient plus se taire et n'ont pas hésité une seconde pour sortir dans les rues, manifester leur colère et réclamer leur droit à la liberté. Le 8 mai 45 était également une date très importante pour nous, car ces massacres ont été le précurseur d'une colère qui a poussé les Algériens à déclencher la guerre de libération nationale en novembre 1954. Les massacres du 8 mai 1945 étaient une démonstration du caractère génocidaire de la France coloniale à travers ses crimes des plus abominables commis à l'égard du peuple algérien. Une injustice aux yeux de certains habitants de Tamanrasset, devenus depuis ces événements des moudjahidines militants pour une Algérie indépendante. Après ces massacres, le peuple algérien était convaincu que ce qui a été pris par la force ne peut être restitué que par la force. D'où la mobilisation extraordinaire des habitants de la région autour de l'idée d'une révolution contre le colonialisme français. Les moudjahidines de la trempe de Mohamed Fili sont un véritable trésor pour notre musée. C'est un témoin vivant qui contribue de manière efficace à écrire l'histoire de la région avec ses témoignages sur la guerre de libération nationale. En fait, c'est un livre ouvert et vivant sur une histoire de l'Algérie qu'il a, avec ses compagnons d'armes, façonné avec ses propres mains. Une génération d'hommes et de femmes qui ont combattu pour la liberté de l'Algérie, comme Mohamed Fili, digne représentant de ces moudjahidines reconnus aujourd'hui par ses pairs, mais aussi par la nouvelle génération qui a tenu à l'honorer en lui rendant un vibrant hommage. On reste avec l'histoire. Le centre de torture Haouch Goutier dans la localité de Souk El-Had à Boumerdès, un lieu témoin des atrocités du colon français. Ce site spécialement sélectionné pour son isolement a abrité les pires tortures pouvant être perpétrées contre les moudjahidines du Front de Libération Nationale. Ce centre sera transformé en musée après sa restauration. Camélia Mellal. C'est dans ces geôles, des sortes de trous d'à peine 1 ou 2 mètres de long et de large, que l'armée coloniale française tassait entre 4 détenus, voire 8 dans certains cas. Brûlure par le feu, électrocution, torture auditive, planche à clous était le quotidien de tous les détenus de ce centre de torture, se souviennent encore des moudjahidines de la région de Souk El-Had à Boumerdès. J'ai été arrêté pendant la nuit. Ils m'ont directement incarcéré et mis dans cette cuve, comme vous voyez. Alors, durant la nuit, l'armée coloniale faisait sortir les détenus un par un pour leur infliger les pires souffrances, voire les pires supplices.
Ils nous faisaient sortir la nuit pour nous torturer et pendant la journée. Nous sommes entassés dans des trous enfermés. On ne pouvait même pas respirer. Dans ce centre de torture, on a subi tout genre de supplices, électrocution, ingurgitation d'eau savonneuse, brûlure par le feu. Ils accrochaient même les hommes toute la journée sur les camions. Les détenus condamnés à mort étaient accompagnés vers un oued où ils étaient exécutés. Un lieu chargé d'histoire qui évoque bien des souvenirs. Ce camp de torture sera transformé en un musée après sa restauration. Des actions sont en cours en vue du relogement des familles qui habitent le site depuis plusieurs années. Nous avons entamé la réalisation de 50 maisons au profit de ces familles. En plus, nous sommes en cours pour faire des études détaillées sur la restauration de ce site pour qu'il soit classifié. Des souvenirs qui rappellent le sacrifice et le combat des hommes déterminés à arracher leur indépendance. Les étudiants restent mobilisés au 11e mardi de contestation à Alger. Des centaines d'étudiants sont sortis au niveau de la Grande Poste notamment pour demander le changement et pour réaffirmer leur détermination à maintenir la mobilisation. Des images qui nous parviennent donc de la Grande Poste d'Alger où on voit encore les étudiants manifester pour le changement. Un nouveau calendrier des examens du 3e trimestre de l'année scolaire 2018-2019 pour les 3 paliers de l'éducation nationale a été publié hier par le ministère de l'Éducation nationale sur sa page Facebook. Pour le primaire, les épreuves d'examen auront lieu à partir du dimanche 19 mai pour les classes des premières, 2e, 3e et 4e années. Pour les élèves de 5e année, les examens sont désormais programmés pour les 14, 15 et 16 mai. En ce qui concerne le niveau du moyen, le collège, les épreuves débuteront le 19 mai pour les élèves de première, 2e et 3e année et les 14, 15 et 16 mai pour les élèves de la 4e année. Pour ce qui est du 3e palier, les lycéens seront examinés à partir du 19 mai pour les premières et 2e années. Les classes d'examen, donc les classes de terminale, sont prévues du 12 au 16 mai en cours. On va parler à présent de marché. Je vous le disais en titre, plusieurs mesures ont été introduites pour essayer de réguler les prix. En plus de l'affichage des prix de référence, les opérations de déstockage successives devraient permettre de mieux contrôler les prix. Nous sommes rendus à Bouferik. Notre reporter Naïm Al-Walish a rencontré quelques importateurs qui ont promis une baisse sensible du prix de la banane notamment. Reportage. Stabiliser davantage les prix pendant ce mois sacré, un peu partout des importateurs procèdent aux opérations de déstockage des fruits et légumes, à l'exemple de la Sarl Beni Misra près de Bouferik. عندنا كونتيتي تعبانه راهي او كور دو ميريسمون وراهي كيما كتشوفوا فيها تلحق الزرقاء ومن بعد نبداو نطيبوا فيها حتى تخرج جون كيما راه كيشتي عليها مدام ولا كونتيتي راهي كاينه متوفره في المارشي وراه كاينه بواخر مداخلين ديجا وحده ديشارجي والسمانه الجايه كاينه وحده في رمضان هذا كاين شاك سيمان كاين اريفاج تاع 5000 à 6000 طن يسمى البرودوي راه متوفر في المارشي وبري ابوردام كما يقولوا للشعب يلحق من 200 دينار وكور دو رمضان جاب ربيح يولي حتى 180 دينار. Pas moins de 200 tonnes de bananes ont été déstockées depuis ces chambres froides le premier jour du Ramadan, un chiffre qui a pratiquement doublé pour cause d'une très forte demande. Finalement, on a uniquement la banane. Le déstockage, c'est la distribution, c'est la vente des bananes. D'ici quelques jours, les prix vont baisser parce qu'il va y avoir d'autres importations. Actuellement, on n'a pas de problème. On a des facilités avec le ministère de l'Agriculture. Il nous a donné suffisamment d'autorisation d'importation. On souhaiterait que la provision qui est bloquée au niveau de la banque pendant un mois lors de la domiciliation, mais de bien. À elle seule, cette société importe 15 000 tonnes de bananes, un chiffre appréciable qui influera grandement sur les prix qui, selon les importateurs, connaîtront une forte baisse dans les jours à venir. Petit tour à présent dans les marchés d'Oran pour prendre le pouls et voir si ces mesures ont eu un impact réel sur les prix des produits de large consommation. Au deuxième jour du mois de Ramadan, les consommateurs parlent d'une mercuriale assez stable. Hassiba Abdallah.
Au marché de Gros d'Oran, les fruits et légumes sont en général à la portée du citoyen. Les prix sont pour la plupart raisonnables. Cette fois, c'est différent par rapport à l'année dernière. La carotte, par exemple, fait 80 dinars contre 160 dinars l'année dernière. La tomate est moins chère, mais pour les dates qui sont en hors saison, le prix est un peu cher. Je suis venu acheter uniquement la pomme de terre. Je la vendrai à 30 dinars. Je peux aller jusqu'à 50 dinars. Tout dépend de la qualité. Nous avons remarqué que dans ce marché, les prix ne sont pas aussi élevés que l'année dernière. La tomate, par exemple, était à 120 dinars avant le ramadan. Aujourd'hui, elle est à 90 dinars. Si les prix sont raisonnables, c'est bien grâce aux autorités locales qui ont mis en place des règles et des mécanismes stricts, dont le déstockage des fruits et légumes. Et de ce faire, éviter la flambée des prix qui revient à chaque ramadan. Nous avons créé plus de 94 nouveaux espaces. Ces marchés de proximité proposent des marchandises à des prix raisonnables. De plus, ils sont bien organisés et travaillent de façon coordonnée avec les comités des quartiers, les associations et les autorités locales. Cette nouvelle démarche a permis de réguler et de contrôler aisément les prix pour que le citoyen passe son mois de jeûne en toute quiétude. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont arrêté hier à Oran et à Chlef 2 éléments de soutien au groupe terroriste, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP, en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale, ont arrêté à Intimouchent 3 narcotrafiquants en possession de 25 kg de kif traités. Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué à Oran et à Tlemcen des tentatives d'immigration clandestine de 41 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que des détachements de l'ANP ont appréhendé à Ain Saleh, Tiaret, 55 immigrants clandestins de différentes nationalités. À l'étranger, des centaines de personnes dans le camp de Jabalia au nord de la bande de Gaza assistent aux funérailles des Palestiniens tués la veille lors des frappes israéliennes. Les dégâts matériels sont aussi considérables. Naïma Haouch. Ces scènes de chaos et d'extrême souffrance sont devenues quasi quotidiennes dans les territoires occupés. Un quotidien funeste pour les Palestiniens, rassemblés encore une fois pour les obsèques de leurs proches. Des centaines de personnes dans le camp de Jabalia au nord de la bande de Gaza assistent aux funérailles des victimes tuées la veille lors de frappes israéliennes. Le Premier ministre palestinien Mohamed Chatayah a condamné ces frappes lors d'une réunion du gouvernement tenue à Ramallah. Il demande aux Nations Unies de protéger le peuple palestinien contre une nouvelle escalade des tensions. Le gouvernement condamne cette agression contre les civils qui ont fait 25 martyrs, dont 3 enfants, 2 fœtus morts dans le ventre de leur mère et 25 blessés, dont des dizaines d'enfants ont été victimes de l'escalade israélienne qui a touché les infrastructures déjà endommagées de Gaza et déplaçant des dizaines de familles de leur foyer. Le gouvernement palestinien a interpellé la communauté internationale car selon lui, elle ne peut rester silencieuse face aux crimes de l'occupation contre des civils. Le gouvernement appelle les Nations Unies à intervenir immédiatement pour mettre fin à l'agression et empêcher son renouvellement éventuel, ainsi que pour assurer la protection internationale de notre peuple dans la bande de Gaza, car des dégâts importants ont été occasionnés aux bâtiments, aux enfants et aux personnes âgées. Alors que certains Palestiniens enterrent leurs morts, d'autres constatent les dégâts des raids israéliens. La tour a été bombardée par un avion israélien, un F-16, équipé de 4 missiles. Vous pouvez constater maintenant que la tour est complètement détruite. Les familles ont été obligées de partir à divers endroits. Je n'ai pris aucune de mes affaires avec moi et je ne pouvais pas non plus récupérer ma voiture. J'ai perdu tous les biens et documents que j'avais dans cette entreprise qui coûte des millions de shekels. À 16h30, ils ont annoncé une trêve et j'espère que la situation va se calmer. Après 4h30, il n'y a pas eu de bombardement. Pour l'instant, c'est calme. Un calme précaire semble régner dans la bande de Gaza à la faveur d'un cessez-le-feu annoncé par les Palestiniens, mais sans aucun règlement à long terme en vue.
L'ONU et l'Union africaine se félicitent de la coopération commune. Les deux dirigeants des deux organisations se sont félicités de la coopération et l'étroite collaboration entre les deux organisations en matière de promotion de la paix et de la sécurité et du développement durable. Sur la situation libyenne, des experts de l'ONU enquêtent sur une possible implication militaire des Émirats arabes unis dans le conflit en Libye après des tirs de missiles en avril avec des drones de fabrication chinoise équipant l'armée émirati. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont lancé hier un nouvel appel à un cessez-le-feu en Libye, rejeté jusqu'à présent par Khalifa Haftar qui veut poursuivre sa conquête de Tripoli. Le ramadan a commencé dans un Yémen toujours en guerre et théâtre de la pire crise humanitaire en cours dans le monde, avec des millions de personnes au bord de la famine selon l'ONU. Des centaines de familles de Hodeïda et de ses environs ont dû fuir. Le conflit au Yémen a tué des dizaines de milliers de personnes, dont de nombreux civils, selon diverses organisations humanitaires. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a écarté hier la possibilité d'intervention militaire américaine au Venezuela, assurant que la Russie et les États-Unis se sont mis d'accord sur le respect du droit international et de la souveraineté des États. Le chef de la diplomatie russe a affirmé que l'usage de la force ne peut être autorisé contre un État que par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les deux chefs de diplomatie américaine et russe ont eu deux entretiens face à face en marge de la réunion du Conseil de l'Arctique. On revient en Algérie avec du sport, football. Le CR Belouizdad s'est imposé devant le CS Constantine sur le score de 2-1, un match comptant pour la mise à jour de la 24e journée de Ligue 1 Mobilis de football disputée hier au stade du 20 août 55. Grâce à cette victoire, le CRB s'éloigne de plus en plus de la zone de relégation, rejoignant ainsi le Cap Borj Bouarerij à la 9e place avec un total de 33 points, alors que le CSC reste toujours scotché à la 7e place. Je vous en parlais en titre, la Casbah de Délice, cette vieille cité plusieurs fois séculaire, est à l'abandon. Depuis le séisme de 2003 qui a touché la wilaya de Boumerdès, la quasi-totalité de ses habitations ont été partiellement ou totalement détruites. Classée patrimoine national, protégée, le peu d'habitants qui y résident encore attendent toujours les opérations de restauration et de réhabilitation. Menel Boutouaba. En dépit de la patine du temps et des séquelles irréversibles laissées par l'homme, la Casbah de Délice a su garder un cachet atypique forgé par un passé glorieux. Cette belle cité nichée à 400 mètres au-dessus du niveau de la mer a été construite sous le règne des Hammadites entre 1014 et 1153. Le séisme du 21 mai 2003 a provoqué la destruction de plusieurs de ces bâtisses. Aujourd'hui, elle est totalement abandonnée. C'est une Casbah qui a disparu depuis 2003. Il n'y a personne qui l'a retapé ou l'a rénové. On attend. Ils ont enlevé toutes les tuiles et les ont remplacées par des toitures en zinc. Ils auraient dû conserver les tuiles, restaurer les portes. Ça, c'est du bricolage. La Casbah de Délice a énormément souffert du séisme de 2003 qui a détruit une grande partie de la cité. La plupart des maisons ont été fortement détériorées ou totalement détruites. C'est pour cela que le ministère de la Culture a élaboré un programme en 2007 pour sa restauration et l'a classé comme patrimoine national protégé, conservé au sein de l'antique ville de Délice. Les travaux de restauration de l'époque se sont limités au nettoyage des gravats et à la réparation des fissures dirigés par des architectes et des ouvriers totalement inexpérimentés dans le domaine de la restauration du vieux bâti. Son style architectural berbéro-andalou a beaucoup perdu de son éclat. Sa dégradation s'est accentuée avec l'abandon des propriétaires des logements après le séisme. Quand ils faisaient l'étude pour la restauration de la Casbah de Délice, ils nous ont posé beaucoup de questions. Nous étions des intermédiaires entre les habitants et les autorités en charge. Quand ils nous ont demandé notre avis, nous leur avons exigé de désigner une équipe de spécialistes pluridisciplinaires, des architectes spécialisés dans la restauration, des archéologues, des historiens, afin de prendre en considération toutes les dimensions du projet. Il y a la commune de Délice, l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés, entre autres organismes qui vont être impliqués dans l'opération de réhabilitation et de restauration de la Casbah. En attendant, cette vieille cité qui a résisté des siècles durant se fait engloutir jour après jour par les nouvelles constructions qui l'encerclent de partout et menacent de disparaître dans un futur proche.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Vous pouvez toujours revoir nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Rendez-vous ce soir avec Amina Zahouf pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.